Merci Mac Kirby pour les 10 euros. On est de retour en live. Rebonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde nous entend? C'est ouais. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut nous dire si on nous entend très très bien? Est-ce qu'il y a des modos dans le chat au moins? Ok, nice. Nice. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue Léonard Vesperini. Léonidas, pardon, excusez-moi, désolé. Léonidas Vesperini, Managing Director chez Mythic Games. J'ai le chat qui est cassé, il va falloir que je répare ça. On va vous laisser vous présenter. Je te laisse la parole pendant que je répare le chat.
Ah oui. Comment ça? Oui. Comment ça on... Est-ce que vous... Non, Non, là c'est Discord. Antoine, tu peux parler. Ouais, non, c'est Discord qu'on n'entend pas. Ah, qu'est pas ça? Est-ce que tu peux parler en continu, Antoine, s'il te plaît? Ça... Non, non, on entend que, on n'entend pas Discord. Hmm, non, toujours pas. Ah, non, enfin, pas sur le live. Pourquoi? Discord. Nope, il est pas sur VP Cable. Non, est-ce que tu peux parler Antoine, s'il te plaît? Non, 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 c'est vérifié. Est-ce que tu peux parler? Ouais. Ah, Va être sur Stream. voilà. C'est Ah, mieux. C'est les on va y options qui ont arriver. changé. Ça y est, Cool. on vous entend. Ouais. Parfait. Yes, C'est bon, il n'y a plus de problème? c'est Extraordinaire. bon. Ok, Impeccable. bon live. Merci. Merci. Bon, C'est Thomas qui est passé, c'est ça? ouais, c'est ça. Et Bon. bah, du coup, on va recommencer. Voilà. Pas de problème. Rebonjour à tous. Donc, Bonjour Léonidas. voilà. Merci. Cette fois-ci, on Bonjour à vous vous. entend. Parfait. Voilà, on entend tout le monde. Et du coup, Impeccable. on te laisse te présenter. Voilà. Eh bien, très bien. Eh bien, donc, comme je le disais, je suis l'un des deux fondateurs de Mythic Games, qui est une société d'édition de jeux de plateau avec figurines, commercialisée sur une plateforme de financement participatif qui s'appelle Kickstarter. Voilà. On a commencé directement avec Kickstarter. Aujourd'hui, ça reste notre moyen de commercialisation principal, même si on a vocation à aller en boutique, hein. Alors évidemment, les boutiques ont été un petit peu perturbées par les événements que tout le monde connaît, mais La situation normalement, sanitaire, voilà, oui. on espère arriver en boutique en fin d'année, à partir d'octobre, avec un jeu qui était sur Kickstarter il n'y a pas très longtemps, qui est Super Fantasy Brawl, qui est un jeu d'affrontement, d'arène, un peu de type MOBA, voilà, et qui a très très bien marché. Voilà. Et donc, voilà, on a commencé, on était une petite société donc française, on vend dans le monde entier, hein, française et luxembourgeois. Mon associé vit au Luxembourg. Et depuis, on est une trentaine de salariés, dont des gens d'Isard qui sont venus faire des stages chez nous et qu'on a embauchés par la suite. Donc je crois que, je sais pas, on a dû embaucher déjà 5 ou 6 anciens stagiaires. Voilà. On est une trentaine de personnes aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours?
Bien sûr. Donc moi, je suis dans le milieu du jeu depuis pas mal de temps. Le jeu, ça a toujours été une immense passion. J'ai commencé vraiment par le jeu de rôle. Hier, j'étais dans un live sur le jeu de rôle, et donc on parlait un petit peu de tout ça. Donc moi, j'ai vraiment commencé par le jeu de rôle, donc d'abord en tant que fan, hein, puisque je l'ai découvert en Angleterre, alors que ça n'existait pas encore en France, donc c'était en 83 ou 84, quelque chose comme ça. Et puis on avait créé un club de jeux de rôle, on a joué et on s'en est parmi. Et donc, en fait, ça a occupé notre temps libre. Et après, les jeux de rôle sont arrivés aussi. C'était l'explosion des jeux de société qui allaient au-delà des très classiques, Monopoly, Risk, etc. Donc, ça a été aussi une évolution parallèle. Et donc, j'ai commencé par rédiger des scénarios, faire de la pige dans des magazines de l'époque, certains toujours existants, comme Cassius Belli par exemple, mais il y en avait plein d'autres pour toutes sortes de magazines, avant de devenir moi-même rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait Lotus Noir, c'est le premier par lequel j'ai commencé, qui était un magazine sur les jeux de cartes à collectionner, fortement axé Magic, avant, puis finalement de créer ma propre maison d'édition et rédacteur en chef de différents magazines. Donc j'ai été journaliste spécialisé pendant 15 ans, donc avec des magazines de jeux de rôle, des magazines de jeux de plateau, des jeux de figurines, des magazines un petit peu culture manga aussi vers la fin. Et en fait, ce, ce métier de journaliste m'a amené aux quatre coins du monde, notamment euh, dans les salons, parce que dans l'ancien monde, on allait à des salons, on voyait du monde, on rencontrait des gens À l'époque. et, à Allez, l'époque, une époque lointaine. à une époque lointaine. Et donc, j'ai vraiment connu de plus en plus de monde dans ce milieu, que ce soit d'autres éditeurs, mais que ce soit aussi des artistes, des illustrateurs, des sculpteurs de figurines, puisque j'étais aussi rédacteur en chef de Ravage, un magazine de jeux de figurines, toujours existant d'ailleurs. Et, euh, et j'ai rencontré comme ça des personnes et j'en suis arrivé à m'orienter vers l'édition de jeux de plateau et notamment sur Kickstarter qui est arrivé à ce moment-là, au moment où on cherchait à éditer un jeu qui était Conan avec un ami qui s'appelle Frédéric Henry. On a eu ce projet commun. Il a créé sa boîte et moi, peu après, j'ai créé ma boîte, Mythic Games. Et voilà, c'était en 2016. Et aujourd'hui, voilà, je ne me consacre plus qu'à ça. J'ai donné des cours aussi, justement, de game design, de jeux de plateau à Rubica, une autre école, pendant quelques années. Et puis maintenant, je suis à 100%, on va dire, j'occupe un poste de directeur créatif, c'est-à-dire choisir un petit peu les projets. Et je m'occupe de la communication aussi de Mythic Games, puisqu'on fait des campagnes Kickstarter très animées, où on essaie d'impliquer euh, nos backers, où on essaie d'impliquer un petit peu tout le monde. Et donc, j'ai des lives toutes les semaines sur la chaîne YouTube de Mythic Games, enfin en multistream sur la chaîne Twitch de Mythic Games et sur la chaîne et sur Facebook. Voilà, sur la page Facebook. Tous les mercredis, en fait, de 19h à 21h, je fais un live où les gens peuvent poser toutes sortes de questions sur tous les jeux qu'on a sortis. Et on en a fait déjà pas mal et on en a livré pas mal. Voilà, pour résumer en gros Ah, mon c'est très parcours. sympa ça. C'est très sympa la communication que vous avez quand même avec les, les joueurs, les joueuses. Ben, ça, c'est vraiment une évolution, on va dire, par rapport à avant et par rapport au mode de commercialisation classique, c'est-à-dire les boutiques et tout ça. Les éditeurs n'avaient pas vraiment de lien directement C'est avec ça. leur public. Alors que Mhm. là, on l'a en permanence, que ce soit avant le lancement d'un projet, pendant et après. Et ce qui fait que nos backers, nos fans, nos clients, nos followers, bah, ils ont une influence. Ils posent des questions, ils veulent des choses. Parfois, ils nous suggèrent des choses. Et si on peut le faire, on le fait. Et c'est un rapport direct qui change un petit peu ce métier d'éditeur. Mm. Ah, très cool. Non, non, mais
C'est vrai que c'est sympa d'avoir toujours un lien parce que comme tu l'as dit, tous ces domaines-là sont communiqués et du coup, comme tu as dit, tu as commencé avec le JDR qui est voilà un domaine où les gens se connaissent un petit peu entre eux. Voilà, c'est quelque chose un peu de fermé. Et du coup, c'est sympa de voir que tu as un peu transposé ça dans le jeu de société où justement tu gardes genre ce côté un peu ouais, cocon où justement tu arrives à créer une atmosphère avec justement les futurs joueurs et joueuses des jeux Mythic Games. C'est tout à fait ça. On a gardé cette convivialité en fait propre au jeu de Voilà, rôle, mais exactement. pas que ça d'ailleurs. On a même pris plus du jeu de rôle. C'est-à-dire que les jeux que nous créons, c'est vraiment un mélange, les jeux Mythic Games, c'est vraiment un mélange de ce que j'ai aimé, et mon associé aussi, dans les différents jeux. C'est-à-dire que du jeu de rôle, on a gardé le fait de raconter des histoires dans un univers, de créer des univers très riches, très complets, où rien n'est laissé au hasard, c'est-à-dire qu'on écrit des bibles pour nos univers, chacun des protagonistes a des raisons, des motivations, des secrets, il n'y a rien qui est au hasard, ce n'est pas des univers génériques, les univers sont décrits, on a du jeu de figurines, on a amené la beauté du matériel, c'est-à-dire on a des figurines vraiment très immersives, très très belles. Du jeu de cartes à collectionner, on a peut-être ces mécaniques de jeu qui sont très poussées, très liées à l'univers qu'on adapte en fait et qu'on propose en jeu. Ça fait que c'est un peu le meilleur des trois mondes, hein, jeu de cartes à collectionner, jeu de figurines et jeu de rôle. Voilà, c'est un petit Ouais, peu ça. Il y a souvent il y a des cartes dans nos jeux, il y a des beaux plateaux, il y a des belles illustrations. On fait appel à des artistes vraiment très renommés que justement j'ai connus grâce à mon parcours. Vous prenez. Et on est au service de nos clients, de nos fans. Vraiment, quand on nous fait des reproches, eh bien, on essaye de s'améliorer sur les jeux d'après et même sur les jeux qu'on a publiés. C'est-à-dire que on n'hésite pas à envoyer des errata, réimprimer des choses, à publier des FAQ. Quand on nous dit bah, il faudrait peut-être qu'il y ait des systèmes de rangement plus sophistiqués, plus pratiques, eh bien, on essaie de l'intégrer dans les prochains jeux. Il y a vraiment un échange permanent et c'est pas juste bah, on vous fait une proposition et puis on vous écoute plus, bien c'est sûr. terminé. Quoi. Voilà, Mmh. c'est ça la particularité de cette évolution, je dirais, avec cette communication, tous ces réseaux sociaux, on est présent partout. Hein, on est sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur Discord. On est sur les forums aussi des jeux spécialisés comme BGG, Trick Track, ou Quad. Voilà, on essaie d'intervenir un peu partout et bon, ça demande beaucoup de temps, mais c'est très très enrichissant et ça permet d'être en phase et d'avoir une communauté fidèle qui nous suit quand on sort un nouveau projet Kickstarter. Et bien, ces gens-là, ils sont là. Et donc, c'est vraiment la base, la boule de neige qui entraîne le reste. Voilà, ils sont là Évidemment. dès le jour 1. Et du coup, en parlant de projets de jeux, est-ce que tu peux un peu nous parler des jeux que vous avez publiés? Alors, je peux bien sûr parler des jeux que nous avons publiés. Alors, le premier jeu que nous avons publié, c'était. Donc, moi, j'ai commencé, mais c'était pas Mythic Games. Hein, encore une fois, Mmh. c'était la société de mon ami qui. C'était Conan. Donc, ça, c'est le tout premier jeu. Et Voilà, on s'est rendu compte que voilà, ça a très, très bien marché. Ça avait battu le record d'un jeu sur Kickstarter à l'époque. Et donc, ça a vraiment lancé. Ça m'a poussé à arrêter la presse papier, hein, alors qui marchait bien, mais qui était de plus en plus concurrencée par la montée d'Internet, des réseaux sociaux et de la nouvelle façon de s'informer des gens. Donc ça marchait, mais c'était difficile, il fallait vraiment se bagarrer, alors que le jeu de plateau, le jeu de société était lui en pleine expansion et il y avait de nouveaux moyens de s'exprimer. Donc après Conan, le premier jeu Mythic Games, ça a été Mythic Battles Panthéon. Voilà, c'était Mythic Battles Panthéon. D'ailleurs, en ce moment, il y a le deuxième volet, Ragnarok, qui se termine dans quelques jours sur Kickstarter. Donc, on a fait Mythic Battles Panthéon. Et là, on l'a coédité avec Monolith, qui était la société donc, de Frédéric Henry, le game designer de Conan et donc la personne avec qui ce projet s'était fait la première fois.
Et après ça, on a fait, donc qui a été livré. Ensuite, on a fait Time of Legends Joan of Arc, qui a été le premier projet 100% Mythic Games. Là, cette fois-ci, il n'y avait plus Monolith. Donc petit à petit, on a pris notre essor, notre envol, et qui a été un beau succès, qui a été livré. Il y a même eu une réimpression qui va être livrée dans quelques mois. Après ça, on a fait un jeu très ambitieux et justement qui montre bien que le jeu de rôle est très présent dans ce que nous faisons. On a fait Solomon Kane. Alors Solomon Kane, c'est vraiment un jeu qui ressemble à rien d'existant. C'est une adaptation des nouvelles de Solomon Kane, qui est, on va dire, l'ancêtre des chasseurs de sorcières, un peu ces personnages à la Van Helsing qu'on voit, il est habillé de noir. C'est le même auteur que Conan. Il avait deux héros. Le plus D'accord. connu, c'est Conan, et ensuite, il y a Solomon Kane. Et donc, on a fait un jeu où vous allez revivre ces histoires, sauf que vous allez les faire évoluer en fonction de vos choix. Et on ne joue pas Solomon Kane, en fait, on joue des vertus, les 4 vertus cardinales, puisque lui, il est très, c'est un puritain très croyant, qui fait le bien, mais qui a une face un petit peu mystérieuse, un peu, il n'hésite pas à punir le mal, à tuer ses ennemis. Il est un petit peu bizarre comme personnage, et donc C'est un peu on un est anti-héros. un peu un anti-héros. Mais oui, mais c'était ça la force de Howard. Il crée des anti-héros, puisque Conan, c'est un barbare, pareil, C'est ça. il est violent, il s'oppose à la civilisation, et c'est pourtant lui le héros. Donc c'était un petit peu une des caractéristiques de Robert Howard. Et sur Solomon Kane, c'est ça, c'est un personnage un petit peu mystérieux. On joue des vertus cardinales qui vont influencer ses actions et essayer de l'aider, de le défendre contre les forces du mal qui l'entourent. Donc c'est un jeu qui mêle narration, système de jeu et jeu de plateau avec figurines. Et donc, les aventures sont divisées en chapitres, en actes, je veux dire. Ces actes sont divisés en différents chapitres. Et à chaque fois, on va faire évoluer l'histoire, et il va y avoir différents embranchements. Et tout se joue sur la table. C'est coopératif, mais on peut aussi jouer en solo, on peut aussi jouer en versus avec une personne qui va jouer les ténèbres. Mais disons, le mode le plus classique, c'est quand même du coopératif. Chacun joue une vertu cardinale, et l'histoire avance et progresse en fonction de la réussite des joueurs, de leur bonne coopération, coordination, des choix qu'ils vont faire aussi. Et le jeu, on a mis beaucoup de temps à le livrer, mais là, il a été livré et l'accueil est incroyable. C'est même pour l'instant le meilleur accueil qu'on ait eu. Le jeu est très bien noté sur BGG. Et voilà, et on va le vendre d'ailleurs sur notre boutique en ligne, parce qu'il nous reste quelques exemplaires, mais bon, ça risque de partir rapidement. On va le vendre, je crois que c'est le 28 avril. Donc ça, c'était le jeu suivant. Derrière ça, on a fait un autre jeu, mais cette fois-ci qui n'a rien à voir, qui s'appelle Reichbusters Project Vril. Et donc là, c'est un jeu de pulp. On joue dans une seconde guerre mondiale, avec un petit twist, c'est-à-dire que vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les nazis ont trouvé une source d'énergie apparemment miraculeuse, magique, qui peut leur donner un avantage et qui pourrait faire changer le cours de l'histoire et leur permettre de triompher. Et les Alliés ont entendu parler de ça, ils savent qu'il y a des expériences qui se mènent dans un château au centre de l'Allemagne, et donc on joue un groupe de héros, mais alors là, on est dans du Tarantino, dans du pulp, c'est vraiment de l'action, ça va très vite, c'est du coopératif également, il y a toutes sortes de choses, il y a des zombies, il y a des gros mechas, il y a des chiens, des sortes de mutants, enfin voilà, c'est un jeu vraiment fun, défoulatoire, mais qui nécessite quand même, à base de cartes et de dés, qui nécessite quand même de bien se coordonner, de bien jouer au bon moment, et qui n'est pas facile. Et il y a une première phase qui est une phase d'infiltration, où là, on doit faire le moins de bruit possible, on essaye de s'infiltrer dans les couloirs du, du château. Et quand l'alarme est déclenchée, alors là, c'est l'enfer, c'est l'enfer sur Terre. Il y a tout le monde qui se ramène, et il faut vite, vite réussir l'objectif, parce qu'au début, on a un objectif qui peut être d'aller récupérer un dossier ou de délivrer un prisonnier et sortir. Il faut réussir à sortir sans se faire avoir, mais quand l'alarme est donnée, alors là,
tout le monde s'active, c'est très difficile. Donc voilà, ce jeu a été livré également. Après Rise Busters, on a fait Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl, la première version, donc, qui est un jeu de, comme je disais tout à l'heure, de MOBA. On vient de faire le round 2 sur Kickstarter, qui a bien marché. Et en ce moment, d'ailleurs, le Pledge Manager ou le Late Pledge de ce jeu est ouvert. C'est-à-dire que si on va sur la plateforme qui s'appelle GameFound, on peut acheter le jeu. Il est ouvert pendant un mois seulement, je crois, jusqu'au 14 mai. À partir du 14 mai, on va livrer le jeu. Comme c'est une réimpression et qu'on a rajouté des nouveaux personnages, on va pouvoir le livrer plus tôt. Et donc là, ce jeu, c'est vraiment c'est un peu du Warcraft matinée de League of Legends. On joue une équipe de champions qui sont... Alors, on est dans un monde d'Heroic Fantasy qui a toujours été plongé dans la guerre jusqu'à l'arrivée des trois mages, primordiaux de la magie primordiale. Il y a trois types de magie. Hein. Il y a la création, il y a la manipulation, et il y a création, manipulation, j'en oublie un. Il y a bleu, rouge et jaune. Donc rouge, c'est destruction. C'est destruction. Le bleu, c'est manipulation. Et le jaune, c'est création. Voilà, ce sont les trois essences de cette magie. Et quand ces mages sont arrivés, ils ont résolu tous les problèmes. Ce qui fait que la magie pouvait tout créer. Donc, vous vous battez pourquoi? Vous voulez des richesses? Voilà, vous avez autant d'ordre que vous voulez. Vous avez faim? Hop, on vous crée un banquet. Vous voulez vous étendre? On vous crée un nouveau continent. Donc, il n'y avait plus aucune raison de se battre. Et donc, ils ont amené la paix. Mais à cause de cette paix, les gens se sont ennuyés. Et donc, oui, pour les évidemment. distraire, ils ont créé une grosse compétition d'affrontements très violente, mais sans conséquence, puisque ils peuvent faire revenir les combattants, qui s'appelle le Super Brawl. Et donc, en le Super Brawl, on fait revenir. Donc, ils font attention à pas trop, parce qu'il y a eu des petites erreurs, de pas trop influencer le cours du temps, hein, pour que tout ne change pas, mais ils font revenir des champions, les plus grands champions de différentes époques et différents continents ensemble. Donc on a de tout, on a vraiment des trolls, des elfes, des sortes de créatures entre centaures et minotaures, on a des magiciens, on a toutes sortes de créatures, on a des sortes de rats taupes, voilà, on a des nains, Pour le on a combat, plein. Ratoupe, Et donc les joueurs, ils vont constituer leur équipe de trois champions et ils vont affronter celui de l'adversaire dans une arène avec des pièges à certains endroits, des statues, les trois statues des mages principaux. Et ils ont trois actions à chaque fois qui correspondent aux trois essences, rouge, jaune et bleu. Et donc c'est un jeu, ça se joue avec des cartes, il n'y a pas de lancer de dés, ça c'est original, il n'y a pas du tout de dés. C'est vraiment, il y a un côté, on peut faire des combos un peu comme un Magic, et voilà. Et les personnages, même quand ils sont éliminés, ils sont tout de suite ramenés magiquement. Donc, bien sûr, l'adversaire marque un point de victoire, donc c'est pas bien de perdre, mais il revient, ce qui fait qu'on joue tout le temps avec ces trois héros et on cherche les meilleures combinaisons possibles. Pour l'instant, il y a 24 héros disponibles. Voilà. Après Super Fantasy Brawl, on a fait un premier jeu de la gamme que nous avons appelé Phoenix Line, qui est donc, ça s'appelle Phoenix Line parce qu'on remet certains jeux sous la lumière. C'est un peu comme une renaissance. Ce sont des jeux qui sont déjà sortis sur Kickstarter, mais qui ont touché un petit public. Et nous, on est consommateurs, on est sur Kickstarter, on achète, on joue pas qu'à nos jeux, on joue à tous les jeux. Et il y a certains jeux qui nous ont fait craquer. Et on se dit, ils mériteraient un plus gros succès. Donc, on a contacté les éditeurs, on leur a dit, est-ce que ça vous intéresse de vous associer pour qu'on remette votre jeu sous la lumière, qu'on fasse une campagne de com comme on sait les faire, puisqu'on est un peu réputé pour ça. On amène une version française, une nouvelle extension. C'est toujours vous les designers. Et ça a donné Enchanters, qui est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes où on joue des enchanteurs qui protègent leur village d'une invasion de créatures issues de différentes régions du monde. Et donc, il y a une grosse rejouabilité. La particularité, c'est qu'on va associer des enchantements avec des objets, et ça donne des sortes d'artefacts, des reliques magiques.
et qui n'arrête pas de changer au fur et à mesure du jeu. Donc on constitue tout ça, on élimine des monstres, on marque des points de victoire, et le premier qui atteint un certain seuil a gagné. Voilà, c'est un jeu de cartes qui va aussi aller en boutique. Après celui-ci, on a fait un jeu. Alors, et vous voyez que nos jeux sont tous très différents les uns des autres, et c'est Ouais. aussi notre particularité. Après ça, on a fait un jeu qui s'appelle Steam Watchers, et qui est là un jeu de type 4X, c'est-à-dire Explore, Exterminate, Expand. Voilà, et puis je ne sais plus quel est le quatrième X. Mais bon, c'est un jeu qui se passe dans un futur apocalyptique où la montée de la température a entraîné en fait une ère glaciaire, parce qu'il paraît que c'est ce qui pourrait se produire. Et donc le monde a été plongé dans un froid glacial terrible, et qui a rendu la vie très difficile. Il y a juste une sorte de miracle, on ne sait pas trop pourquoi, mais tout est expliqué et dans le lore, dans les scénarios qui arrivent, c'est qu'il y a certains endroits où il y a comme des colonnes de vapeur qui se forment, une sorte de zone chaude où la glace fond, et les gens peuvent survivre. Sauf que s'ils y restent trop longtemps, ils commencent à développer des maladies, à se sentir bizarres, et donc on est tout le temps en train de chercher ces autres colonnes de vapeur pour, réussir à survivre. Et voilà, et on joue différents clans, très typés les uns les autres. C'est un jeu asymétrique, chaque clan a ses capacités propres. C'est dans un futur, donc on a retrouvé de la technologie, on ne sait plus la faire, mais on sait l'utiliser quand on la retrouve. Et puis il y a ce froid et cette glace, même les mers sont devenues des glaces, donc on doit... on peut aussi s'aventurer sur ces mers, mais voilà. C'est un jeu vraiment de conquête, de gestion de ressources, très original, parce que contrairement à d'autres jeux de ce type, bah, quand on obtient la zone qui vous permet de vous développer, bah, ça vous tue petit à petit. Donc, vous êtes obligé de continuer à vous étendre. Donc, il y a un système vraiment très particulier. Ce jeu va bientôt être livré. Il est en cours de livraison. Je pense que d'ici le mois de mai, les backers vont le recevoir. Et donc, on en aura là aussi à disposition sur notre boutique en ligne, qui est mythicgames.net. Après celui-ci, on a fait un jeu narratif, alors un peu comme Solomon Kane, mais à la différence de Solomon Kane où on joue plein de petites histoires tirées des nouvelles de Solomon Kane, là, c'est une grande campagne au long cours où on joue, ça s'appelle Hell the Last Saga, et on a eu un énorme succès, ça a été notre plus gros succès avant celui d'après, que j'y arrive juste après, hein. On m'avait dit quels sont les jeux, je cite tous les jeux qu'on a fait. Bon, on arrive au bout là, hein. Donc, Hell de la Saga, c'est vraiment. C'est déjà un univers très très fort que nous avons créé entièrement. Donc, c'est David Rakoto, Christophe Madura, qui sont des amis qui se connaissent depuis très longtemps. Il y en a un, il est plus game designer, directeur. Maquettiste, graphiste, et l'autre, il est plus directeur artistique, illustrateur lui-même de très très haut niveau. Il a travaillé chez Rackham, chez Cool Mini en note aussi. Il a fait un jeu qui s'appelle Rise of Moloch, Smog Rise of Moloch, qui a très bien marché. Et là, ça se passe à peu près au tournant du millénaire, du premier millénaire, 1999. On joue des Vikings. Ils sont en pleine évangélisation, donc certains sont passés chrétiens, d'autres ont voulu garder leur culture et leur croyance, et donc il y a un peu de tension dans ces peuples scandinaves, et il y a un roi qui entend parler d'une terre promise où les dieux marchent aux côtés des valeureux, où les terres sont fertiles, le bétail abondant, et il a une vision très claire d'où se trouve cet endroit, sur une île dans le nord, et à son réveil, il fait tatouer le chemin maritime sur le dos de 3 de ses lieutenants, de ses hommes, pour être sûr d'y aller, et il part en expédition vers cette île. Et des mois plus tard, un an après, il y a une seconde expédition qui vient pour les ravitailler, et c'est celle que vont jouer les joueurs. Et donc pendant le chemin, c'est terrible, ils subissent des tempêtes terribles, des maladies,
sont affamés, ils finissent par manger leurs chevaux. Ils se disent c'est pas possible, on est testé par les dieux, mais quand on va arriver, c'est bon, ça va être. On est testé par les dieux, mais on aura la récompense au bout. Et finalement, quand ils arrivent sur cette île, c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. C'est un endroit sombre, froid, glacial. Ils ont l'impression d'être observés. Ils arrivent sur une petite crique. Il y a des forêts tout alentour, aux alentours. Et surtout, ils arrivent sur un camp et le camp est vide. Il n'y a plus personne. Ils voient un totem qui est une sorte un drakkar qui a été planté verticalement. Et voilà. Et les joueurs vont jouer 13 survivants, puisque les 13 survivants de cette expédition, et vont essayer de résoudre les mystères de cette île, les mystères de ce qui est arrivé sur la première expédition. Ils vont devoir explorer l'île, et donc le jeu mélange de la narration, parce qu'on a fait appel à des grands écrivains, notamment de jeux de rôle, par exemple Mathieu Gabory, Tristan Lhomme, Anne Vétillard, des gens qui étaient vraiment très connus pour leur belle plume et leur expérience dans le jeu de rôle. Donc il y a de la narration. Chacun des personnages est décrit, ils sont tous très différents les uns des autres. Il y a de la gestion aussi du moral, les ressources qui sont le moral, le bois pour le feu, la nourriture. Ils vont devoir reconstruire aussi leur abri et puis essayer de découvrir ce qui se passe, qui sont ces créatures, les hostiles comme on les appelle, qui sont des créatures bizarres qui les observent. Il y a plein de mystères à résoudre et il y aura des choix difficiles à faire. Donc, non seulement il faut réussir chacun des scénarios et des aventures, on les appelle les champs, constituent trois scénarios, ça fait un champ, parce que chez les Vikings, c'est comme ça qu'on raconte les choses. Non seulement ils vont devoir réussir et survivre, mais ils seront confrontés à des choix très difficiles. Et donc, c'est un jeu qui se joue en une longue campagne et qui se terminera sur des grosses révélations. Ça a vraiment été très scénarisé, très pensé. Et ce jeu a été un énorme succès puisqu'on a eu 18 000 backers qui se sont laissés tenter et 2 200 000 dollars levés pour ce jeu. Donc, ça a été un gros succès. Quand même. Voilà. Et après ça, on a fait notre méga succès, qui est une adaptation d'un jeu vidéo qui s'appelle Darkest Dungeon. On en a fait un jeu de plateau avec le soutien de Red Hook. Et là c'est différent parce que ça se joue en campagne, mais il n'y a pas ce côté narratif. C'est vraiment plus, on gère la psyché humaine, les folies Et du qu'on coup, risque d'avoir, les crises cardiaques, différents personnages, différents environnements, le mystère aussi de ce manoir, de ces créatures qui ont été invoquées et qui ont contaminé un petit peu le domaine. Et ça se joue en campagne, mais on peut recommencer et on va choisir en fait les environnements vers lesquels on va aller. Et donc, ça ne sera jamais tout à fait la même chose. C'est très inspiré du jeu de plateau, mais du jeu vidéo, mais on a fait un jeu de plateau, on n'a pas repris le même système exactement. On a rajouté la 3D, c'est-à-dire que dans les phases de combat, il y a toujours l'ordre des personnages comme dans le jeu vidéo qui compte, mais on doit déplacer des figurines sur un plateau quand on arrive dans une salle du donjon. On doit optimiser ses capacités qui peuvent évoluer. Les personnages évoluent d'un moment à l'autre et malheureusement, il y a de la mortalité, ils peuvent mourir. Et quand ils sont morts, on ne joue plus le même type de personnage, on doit en prendre un autre et on n'a que un nombre limité, ça c'est une différence aussi par rapport au jeu de plateau, on a un nombre limité on va dire, de vies supplémentaires ou de personnages supplémentaires qu'on peut réussir à avoir pour remporter la victoire. Et la victoire, on l'obtient après avoir battu les 3 boss de 3 environnements différents, qui nous permettent ensuite d'entrer dans le Darkest Dungeon. Et là, il faut battre le boss final du donjon ténébreux, le Darkest Dungeon. Et là, je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas joué au jeu vidéo. Mais voilà, ça reprend l'adaptation du jeu vidéo. Ça a été un succès colossal. Là, on a touché 30 000 backers et on a levé 5,6 millions pour ce jeu. Ah oui. Ce qui en fait c'est la plus grosse adaptation d'un jeu vidéo sur Kickstarter. On a battu vraiment pas mal de records avec ce jeu. Et on est, je crois, 7e jeu le plus financé sur Kickstarter de tous les temps. Voilà, ça a été vraiment un gros succès. Ok. Et puis derrière ça,
on a fait une réimpression donc, de Super Fantasy Brawl, le round 2, donc comme j'en ai parlé, qui sera livré en octobre. Voilà, j'ai fait le tour là, c'est Mmh, bon. mmh, mmh. D'accord. Et bah justement, par rapport à Darkest Dungeon, comment ça se passe l'adaptation d'un jeu vidéo en jeu de société? Alors, l'adaptation d'un jeu vidéo en jeu de société, c'est quelque chose d'intéressant, surtout pour un jeu comme celui-ci. Alors, premier truc, il faut avoir la licence. Donc ça, Oui. pour avoir la licence, bah, soit Premier vous pas. contactez les ayants droit, soit même c'est eux qui vous contactent, ça arrive aussi. Euh, et bon, bah, dans le cas présent, on avait des grands fans de Darkest Dungeon dans l'équipe. Alors, pas forcément moi, moi je l'ai découvert après, mais on avait des grands fans qui nous disaient bah, voilà, que c'était un jeu original qui était très bien noté et qui très addictif. C'est vrai que le système de jeu est très fort et qui se prêtait à une adaptation en jeu de plateau. Hein, c'est un petit peu. Et donc, on les a contactés, ils nous ont dit ah, le problème c'est qu'on a déjà signé un contrat d'adaptation en jeu de plateau, mais ça n'avance pas assez vite à notre goût et surtout, c'est ce qu'ils nous ont dit, nous, on est fans de Mythic Games, on achète vos jeux, donc on aimerait travailler avec vous. Et ils sont revenus quelques semaines après en nous disant c'est bon, on a pu casser le contrat vu qu'ils n'avaient pas avancé et que ça durait trop longtemps. Donc on a signé un contrat avec eux. Et là, je peux vous dire qu'on a bossé parce qu'on ne voulait pas qu'ils disent qu'on n'avait pas avancé non plus suffisamment. Et, euh, et là, ce qu'on a fait, c'est que on a regardé dans notre équipe, puisque je vous ai dit, on est une trentaine de salariés chez Mythic Games, et on en a certains qui sont même pas en France. On a des game designers grecs, certains qui vivent en Angleterre, d'autres qui vivent en Grèce. Et il y avait deux amis qui sont des game designers pour nous, qui avaient travaillé sur Solomon Kane, qui, avant même d'être chez Mythic Games, depuis 2 ans, travaillaient sur une adaptation en jeu de plateau de Darkest Dungeon. Donc, on leur a dit, bah, écoutez, faites-nous essayer. Donc, ils sont venus à Paris nous faire essayer le prototype. On s'est dit, bah, c'est vachement bien. C'est une très bonne base. Alors, on a fait évoluer certaines choses, mais on est vraiment parti de cette base, ce qui fait que c'est pas comme si on était parti de zéro. Hein. Ça a pu avancer assez rapidement. Et derrière, un autre des points forts de Darkest Dungeon et des adaptations de jeux vidéo, c'est que la direction artistique est très typée, très marquée. Et on se disait, ça va nous permettre de faire des figurines qui ne ressemblent à rien d'autre. Notamment dans les proportions. Donc, si vous regardez la DA de Darkest Dungeon, les têtes sont plus grosses. Les mains sont grosses, les armes sont grosses, les pieds sont tout petits. Les mains n'ont même pas 5 doigts, elles ont 4 doigts. Et ça, on ne remarque pas forcément. Mais nous, forcément, on s'est penché, on ne voit pas les yeux. Hein, donc, il y a un style un petit peu Mike Mignola, comme Hellboy. Hein, et c'est Chris Bourassa, qui est un super artiste qui s'est occupé de tout ça. On a été beaucoup en contact avec eux. Donc, comment ça se passe? Eh bien, il faut d'abord avoir le système de jeu. Ensuite, ils nous ont fourni bien sûr, tous les assets, tous les visuels dont on pouvait avoir besoin. On a fait sculpter les figurines et on fait approuver euh, tout ce qui est créé au fur et à mesure. Donc, on leur a fait approuver les figurines. Donc, ils ont été déjà très séduits par les figurines. Et c'est vrai que c'est un point important. Il ne faut pas trahir la DA et l'âme du jeu. Donc, on était avec les deux, avec Tyler Sigman et Chris Bourassa, qui sont les deux fondateurs de Red Hook. Ils nous ont suivis, ils nous ont laissé faire. Hein. Ils ont tenu, bien entendu, à essayer le jeu. Alors, depuis le Covid, on utilise de plus en plus des plateformes comme Tabletop Simulator, Tabletopia ou Board Game Arena pour faire des jeux à distance. Et donc, on leur a fait essayer de cette façon-là, avec un prototype. Ce n'était pas du tout la version finale, mais ils ont adoré le système de jeu. Et donc, à partir du moment où ça s'était approuvé, on pouvait bien avancer. Et derrière, ça a été ça. Ça a été approbation du matériel imprimé, donc que ce soit les plateaux, les figurines, avec des étapes régulières. De notre côté, c'était des tests, hein, des tests pour voilà, essayer de faire un prototype qui serait le plus proche possible de ce qu'on va fournir aux backers, et des tests. Voilà. Et le jeu est d'ailleurs toujours sur GameFound, hein, on peut toujours y aller en late pledge, au moins jusqu'à fin mai, tout comme pour Hell d'ailleurs. Hell, ça sera jusqu'à fin mai. Darkest Dungeon, ça peut même aller encore au-delà parce que
on laisse le jeu sur notre en late pledge, c'est-à-dire pour permettre aux nouveaux venus si ça les intéresse, bah, d'acheter le jeu jusqu'à ce qu'on l'envoie en production, puisque la plupart de nos jeux, enfin même pratiquement tous nos jeux, à part peut-être des extensions sur le jeu de cartes sur Enchanters, mais sinon tout est produit en Chine. C'est produit en Chine et donc il y a du délai de fabrication. Ensuite, quand c'est fait, que c'est empaqueté, ça part sur des bateaux. Il y a 5 semaines de trajet avant que ça arrive. Ensuite, il faut que ce soit dédouané, que ce soit envoyé dans les hubs, les centres d'expédition, qui vont traiter, alors qui sont séparés selon les endroits où on envoie les jeux. Donc, il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a en Asie, il y en a en Australie. Enfin en Océanie, donc bah, voilà, on a ces hubs, ces centres d'expédition qui ensuite envoient les jeux directement au backer. Donc voilà comment se passe en fait le processus d'adaptation d'un jeu vidéo. Il y a le côté game design, il y a le côté visuel, production graphique à mener de concert. Ok. Du coup, petite question du coup sur les Kickstarter de pourquoi du coup comment vous avez découvert ça à l'époque et d'expliquer un peu vous votre approche et de comment vous avez pris genre en connaissance de cette plateforme et comment ça fonctionne un petit peu pour ceux qui nous regardent. Alors comment on a découvert Kickstarter? En fait, comme j'ai expliqué, j'ai rencontré un ami game designer de talent, qui s'appelle Frédéric Henry, lors d'un salon, c'était à la Gen Con. Je crois que il me semble que c'était en 2009. Euh, et, euh, et on s'est bien entendu et on a fait un petit peu le tour des choses. On a parlé de nos goûts et on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire un jeu ensemble qui était Conan. Mais on ne savait pas comment on allait le commercialiser. On ne pensait pas du tout à Kickstarter parce que Kickstarter existait mais n'avait pas eu de succès vraiment marquant. Et, euh, et, et donc, on a travaillé ensemble pour essayer de faire un projet. Et puis, chaque fois qu'on en parlait à des éditeurs, ils disaient qu'ils étaient intéressés. Donc, on pensait qu'on allait passer par l'un d'entre eux. Et puis est arrivé un événement qui a changé un petit peu tout ça. C'est que Cool Mini or Not, Simone, a sorti sur Kickstarter, a obtenu sur Kickstarter un gros succès qui s'appelle Zombicide. En fait, il y avait déjà des jeux qui allaient sur Kickstarter, des jeux de plateau, souvent avec figurines, qui allaient sur Kickstarter à gros matériel, mais ils ne levaient pas des sommes énormes. C'était du 50 000, 100 000 quand c'était vraiment un gros succès. Et Zombicide est arrivé pendant. Ils ont fait une campagne qui durait longtemps, parce qu'aujourd'hui, elle dure moins longtemps, les campagnes sur Kickstarter, mais à l'époque, ça durait longtemps. Et puis, dans les derniers jours de. Et c'était faible, c'était 1000, 20 000, 30 000. Et puis, dans les derniers jours de la campagne, ça a été une explosion. Et ils ont fait, je ne sais plus, 700, 750 000 dollars, ce qui à l'époque était énorme et du jamais vu pour un jeu de plateau. Et là, tout le monde s'est dit, ah, en fait, on peut faire un succès sur Kickstarter. Et l'avantage, quand même, qui est énorme, c'est que on touche l'argent avant d'avoir produit le jeu. Ce qui fait que. Et on n'a pas besoin de convaincre un distributeur de nous acheter des jeux. On n'a pas besoin de prendre le risque d'en imprimer, de ne pas savoir si on va les vendre ou pas. On sait exactement combien on vend, puisque les gens intéressés par le projet mettent de l'argent, investissent et reçoivent un jeu plus tard, une fois que, parce qu'après, avec cet argent, on développe le jeu, enfin on le développe. En fait, on va se rendre compte qu'on doit dépenser quand même beaucoup avant d'aller sur Kickstarter, surtout aujourd'hui, ça s'est professionnalisé. Mais le principe, c'était, à l'époque, c'était cette somme récoltée sur Kickstarter va permettre de réaliser, de finaliser ce projet et ensuite de l'envoyer au backer. Donc, de plus en plus de gens se sont dit ça et nous, c'est pareil, on s'est dit, on n'a plus besoin de passer par un éditeur, on va aller sur Kickstarter. Et donc, le succès de Conan également a changé pas mal de choses, notamment, comme c'était un projet français, ça a changé un peu la perception chez les éditeurs français, qu'on pouvait avoir une société
qui commercialisent uniquement un certain type de jeux, des jeux agromatériels, des jeux qui seraient trop chers pour sortir en boutique, puisque comme il n'y a pas d'intermédiaire, évidemment, on peut rogner on peut se permettre de dépenser plus pour le jeu sans que ce soit un prix final exorbitant. Et donc, on s'est mis à se dire, bah, on va aller sur Kickstarter. Et donc, tout est parti de là. Je dirais, le succès Zombicide qui a montré la voie, et ensuite l'énorme succès de Conan qui montrait que bah, une société française pouvait vendre dans le monde entier des jeux. euh, et en sachant bien communiquer, en sachant réunir une communauté euh, pour assurer le succès du Kickstarter, eh bien, on pouvait réussir des grandes choses. Voilà, c'est un petit peu. Et derrière, bah, on s'est amélioré au fur et à mesure dans notre communication. On a agrandi notre équipe. Mais Kickstarter reste. Certains pourraient se dire, mais maintenant, vous n'avez plus besoin de Kickstarter. Vous pourriez faire des jeux et les produire, vous n'avez plus besoin. Mais Kickstarter, ce n'est pas uniquement le fait de recevoir de l'argent qui permet de faire le jeu, c'est également une exposition mondiale très forte, c'est également un moyen marketing énorme, et ça reste toujours le moyen de sortir des jeux hors normes qu'on ne pourrait pas sortir sous cette forme en boutique. C'est pour ça que Cool Mini or Not, qui lui aussi en a sorti, je ne sais pas, 44 ou 45 depuis Zombicide, continue de sortir ses jeux sur Kickstarter. Après, ils sont distribués en boutique dans une version plus light d'ailleurs. Ils ne peuvent pas sortir le all-in de Kickstarter. Et c'est pour ça que d'autres acteurs suivent également ce modèle. Et aujourd'hui, nous sommes bien placés dans les grosses sociétés qui vendent sur Kickstarter. Voilà. Et donc, voilà comment on est arrivé à faire ça plutôt que le modèle plus classique, qui vient plus à l'esprit des gens de vendre aux boutiques. Et donc, on prépare un jeu, on l'imprime, on essaie de trouver un distributeur intéressé, on négocie, on passe par lui et on espère que ça se vende bien. Là, on sait que on sait exactement combien on doit produire puisqu'on produit exactement ce que les gens nous ont acheté dès le Kickstarter, dès la présentation du projet. Oui, gros avantage du coup. Gros avantage, effectivement. Oui. Du coup, on va vous poser une dernière question. Quels seraient les conseils que tu poserais, que tu donnerais aux gens qui voudraient faire de la création de jeux de société et de l'édition leur métier? Ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très gratifiant. Moi, je ne changerais ma situation pour rien au monde. Je suis très heureux de faire ça et je crois que les gens chez Mythic Games sont contents de vivre de leur passion, puisque c'est quand même quelque chose. Donc, le jeu de société, l'édition de jeux de société, c'est quelque chose qui peut marcher. Il faut savoir que c'est pas facile. Il ne faut pas imaginer que ça sera une route aussi évidente que ça, même si le marché est en croissance. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Je veux dire, aujourd'hui, vouloir se lancer sur Kickstarter et réussir, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'époque où nous y étions, où on était les premiers. On était vraiment. Et vous savez, c'est souvent important d'être les premiers dans un secteur nouveau qui vient d'apparaître. Après, les places sont plus difficiles à prendre, même si on amène quelque chose de bien. En fait, le fait d'être précurseur est important. Et en plus, je dirais que la concurrence est bien plus forte qu'avant. C'est-à-dire que les investissements qu'on fait aujourd'hui sur des jeux sont plus élevés qu'à nos débuts. Et pourtant, on avait déjà mis beaucoup. En plus, quand on grossit, on a une plus grande équipe, donc on a une plus grande masse salariale, donc on doit faire toujours pas plus, mais au moins autant et régulièrement. Et donc, c'est pas si facile. Mais l'avantage aussi, c'est que on a une grosse force de travail et donc on arrive à sortir des projets vraiment bien ficelés, ce qui n'est pas forcément évident quand on commence. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est impossible et il ne faut surtout pas penser cela. Alors, je ne sais pas dans la question si c'est pour devenir éditeur soi-même ou si c'est pour faire éditer un jeu de plateau, c'est un petit peu deux choses différentes. Si on veut être éditeur, évidemment, Kickstarter, c'est une possibilité, mais il n'y a pas que Kickstarter.
Ce qu'il faut, c'est déjà avoir un projet solide, et c'est-à-dire pas juste se faire plaisir, mais essayer de trouver quelque chose qui vous distingue des jeux déjà existants. Il faut essayer de chercher quelque chose de nouveau tout le temps. Il faut, dans son approche, que ce soit par le matériel, que ce soit par le concept, essayer d'avoir quelque chose un petit peu différent. Si on veut l'éditer, on peut toujours passer par des distributeurs. On n'est pas obligé de viser gros comme sur Kickstarter, un matériel pas possible. On peut faire quelque chose de plus simple mais original, et à ce moment-là, il faut essayer de contacter les différents éditeurs si on veut le faire éditer. Si on veut le faire soi-même, euh, on peut aussi le faire en contactant des distributeurs. Euh, et il y en a pas mal finalement. Hein. On peut penser que Asmodée est devenu, c'est vrai, c'est tellement énorme, on pourrait penser qu'il n'y a que, mais non, il n'y a pas que. Il y en a plein d'autres qui font de la distribution et qui peut-être seront peut-être plus ouverts à des petits projets qui n'ont pas encore fait leurs preuves et qui pourraient le faire si on y croit. Il y a la possibilité d'aller sur Kickstarter, mais à ce moment-là, il faut se rendre compte qu'il y a une grosse concurrence et que ce n'est pas simplement la bonne idée qui va vous démarquer. Il faut que votre projet il soit beau, il soit bien ficelé. Donc, moi, je conseillerais peut-être de ne pas voir trop gros tout de suite, c'est-à-dire de ne pas essayer de faire un jeu qui va coûter très très cher, à moins d'avoir soi-même un gros investissement, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, parce il faut des moyens pour être prêt. Voilà. Euh, D'accord. voilà, en gros, j'essaie de donner des conseils comme ça. Évidemment, Ça de peut toute être, façon, ça- c'est très compliqué. je C'est voilà, pense, c'est voilà, je pense que ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un prototype et aller voir certains éditeurs, ceux qui vous intéressent. Parce que nous, ça nous est arrivé. Nous, il y a des jeux, Super Fantasy Brawl, par exemple, c'est un créateur allemand qui nous l'a montré pendant le salon d'Essen, Essen en Allemagne, et on a craqué, et on l'a fait, et ça a été un succès. Team évidemment. Watchers, c'est pareil, c'est un créateur français qui nous l'a montré à Cannes. On a régulièrement des jeux comme ça qui nous arrivent sur, voilà, lors de salons. Voilà, donc c'est Alors, possible, c'est pour possible. toute petite dernière question, très très rapidement, est-ce que tu peux nous parler des prochains jeux de Mythic Games juste pour terminer? Ok, eh bien écoute, on a une belle actualité parce que le prochain jeu qu'on va faire, c'est une autre adaptation d'un jeu vidéo. Mais c'est une Ah, méga franchise et c'est Rainbow Six Siege. oh, Donc c'est du lourd et c'est pas forcément le truc qu'on imagine facilement mm, adaptable en jeu de plateau. Donc c'était un défi mm, pour nous. On a un énorme soutien d'Ubisoft et on va avoir des surprises incroyables qui vont à la fois plaire aux joueurs de jeux vidéo et également aux joueurs de jeux de plateau. Je pense qu'on est arrivé à faire un jeu qui retranscrit les sensations qu'on peut avoir quand on joue à ce genre de jeu, c'est-à-dire de l'adrénaline, le sentiment de devoir vite prendre des décisions, un jeu très punitif, c'est-à-dire que les erreurs se payent cash. Hein. Là, on ne va pas pouvoir se prendre plusieurs balles, une suffit en général. On va constituer ces opérateurs, donc il y a des combinaisons, des personnages qui sont très typés, il y a des environnements différents, il y a des meubles, il y a des choses. On ressent tout ça. En fait, on a, je crois, réussi et on a hâte de le montrer pour que voilà, que les gens constatent que ce que je dis, c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire, et pas juste moi qui le dis, mais on voit un assaut se dérouler sous ses yeux, très spectaculaire, c'est très cinématographique. Les règles s'apprennent rapidement, on n'a pas voulu quelque chose de compliqué, mais c'est un jeu avec une forte courbe d'apprentissage, je pense comme dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que si on fait des erreurs, on ne sait pas forcément comment se coordonner, comment gérer un petit peu les caméras, les drones. Si on ne fait pas attention à tout ça, on va perdre. Et si on joue face à quelqu'un qui a l'habitude, on va perdre. Mais il y a une courbe d'apprentissage et on apprend assez rapidement les bonnes techniques. Donc, on va le lancer sur Kickstarter. Il y aura des surprises pour les joueurs du jeu vidéo. Alors, vraiment des trucs vraiment super. Hein. Et pour les joueurs de jeux de plateau également. On a annoncé une date été 2021, donc c'est le prochain très Kickstarter. bien.
Et voilà, et on est très impatient de voir la réaction des gens parce que justement, ce genre de jeu n'est pas courant en jeu de plateau. Et moi, ça me fait penser un petit peu à du Space Hulk, dans le sens où il y a de l'Overwatch, on doit gérer, il y a un timer, on va jouer avec une pression du temps, donc on n'a pas tout le temps de faire ce qu'on veut, ce qui fait qu'on peut faire des erreurs. Il y a des blips, un peu comme pour les Gene Stealers, c'est-à-dire surtout pour le défenseur. Hein. Pour le défenseur, parfois on ne sait pas où il est, on ne sait pas où se trouve l'otage, on ne sait pas où se trouve. Et donc, voilà, c'est pour retranscrire ce qui est évident en jeu de vidéo et qu'on ne pouvait pas faire en jeu de plateau. Donc, il y a voilà, il y a des tas de petites adaptations comme ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, Et c'est nous un jeu aussi. original et différent. Eh bien, merci beaucoup, Merci Léo. beaucoup. Ce fut un Merci. plaisir. Ce fut trop court, très clairement. Merci à C'était un vous. plaisir Merci, de t'écouter, de parler avec toi. merci à vous tous, à tous ceux Et qui ont suivi et qui ont écouté. Et voilà. Et voilà. puis, bravo pour cette initiative. 30 millions d'amis, c'est super. C'est une très, très bonne idée. On espère encore dépasser les paliers. Eh ben, c'est Oui. parfait. Continuez comme Voilà. ça. Voilà. Merci. Et bonne continuation. Du coup, Merci beaucoup. Merci voilà. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir.